Sur ce plateau pour nos moments de débat. Franck, bonjour. Rich, Bonjour, Tanguy. bonjour. Bonjour, William, bonjour. On va parler un peu de cette marche des travailleurs qui a eu cours samedi dernier. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés avant la tenue samedi dernier de cette marche, mais on pourrait dire enfin, Ulrich. Enfin, vraiment. Enfin, il fallait simplement que les travailleurs marchent parce qu'ils avaient envie d'exprimer leur mécontentement. Ils avaient envie d'exprimer leur grogne de façon beaucoup plus explosive, même si c'est une marche pacifique. Et le samedi, j'aime mis du plaisir à voir certains responsables syndicaux danser au cours de cette marche-là. Ah ouais? C'est une manière simplement de dire que quand vient le moment d'exprimer des mécontentements, d'exprimer les émotions, des sentiments, il ne faudrait pas que ce soit qu'on se heurte à l'interdiction des autorités et autres, surtout quand ce n'est pas un mouvement de débrayage susceptible de créer d'induire des actes de vandalisme et consorts. Et ce que j'ai vu le samedi dernier, c'est assez intéressant quand vous voyez cette police qui, il y a 2 semaines ou une semaine, a réprimé ces mêmes marcheurs, aujourd'hui encadre cette même marche. On sent une certaine synergie, comme on le dit, le vivre ensemble des différentes franges de la société. Et vous voyez déjà à l'image, vous voyez ces secrétaires généraux qui vraiment étaient contents de voir un peu, en fait, de voir l'autorisation, ou du moins l'acceptation du gouvernement, de leur permettre de dire haut et fort ce qu'ils estiment. Maintenant, quand ils ont fini de marcher, il y a eu une suite. Vous voyez déjà, il fallait quand même que cette marche soit imposée, soit dite, soit manifestée pour que aujourd'hui le gouvernement rappelle les syndicalistes à la table de négociation, qui d'ailleurs le 23 va se tenir. C'est pour vous dire que la marche en elle-même reste toujours une symbolique. Elle reste une manière, une forme d'expression, soit du mécontentement. Parfois, on fait aussi des marches pour soutenir. Donc, la marche reste toujours symbolique, une forme de mécontentement, d'exprimer, soit le mécontentement ou la joie par rapport à quelque chose. Donc, la symbolique ne doit pas être étouffée. Et je suis content que le préfet Alain Oron, là, ait donné cette autorisation, ait permis à ces manifestants de faire ce qu'ils devraient faire. Parce que d'une certaine manière, si le samedi dernier, il n'y avait pas eu cette marche-là, vous devez comprendre que nous étions en train de sombrer dans une spirale où chaque fois les travailleurs allaient revendiquer cette marche, une marche qui simplement s'est déroulée maintenant. Et vous voyez maintenant, on passe à une autre étape, l'étape des négociations. Autrement, on serait encore là à dire, le gouvernement nous a interdit de marcher, nous allons coûte que coûte marcher, ça peut créer des heurts, alors que cela ne participe pas du bon vivre du pays. Moi, je pense que je salue toutes les parties. Je ne salue pas que le gouvernement, je salue toutes les parties, aussi bien le gouvernement à travers le préfet Soro à Léon, qui a permis aux marcheurs de faire leur travail. Et je salue aussi les marcheurs qui ont respecté le mot pacifique de cette marche, l'aspect pacifique de cette marche, parce que effectivement, ils pouvaient chercher à créer, à provoquer d'une certaine manière la police qui les avait dispersés. Oui, on a senti les syndicats et nos amis. Oui, ils ont bien fait de respecter le caractère pacifique de la marche. Et à la fin, on a entendu leur message. Actuellement, on attend le 23 pour voir ce que ça va donner. William, vous avez défendu par ici le droit de marcher. Là, vous êtes servi. Je crois que la rédaction en chef a bien fait de vous envoyer faire le reportage. Ce n'est pas moi qui suis servi, c'est le Bénin qui respecte les règles auxquelles il est volontairement parti au plan international, les règles qu'il a inscrites dans sa constitution, article 25, les droits et libertés fondamentales, que ce même Bénin reconnaît à ses citoyens, à ses fils et filles, les libertés syndicales, bref, le Bénin respecte juste sa parole, respecte sa signature, respecte ce qu'il s'est dit dans le temps et il n'a pas fallu des changements d'hommes à la tête du Bénin pour que les règles changent. Les règles sont demeurées les mêmes et on a commencé à les appliquer. Ce n'est pas satisfaire des personnes épris de liberté et de justice, ce n'est pas satisfaire les partenaires sociaux qui ont envie de s'exprimer, qui ont besoin de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, ce n'est pas pour donner du spectacle, ce n'est pas un formalisme, c'est une
obligation pour l'État de laisser les gens s'exprimer, dire ce qu'ils doivent dire dans les règles de l'art, selon les règles, selon les pratiques, selon la réglementation en vigueur, et je crois que c'est le cas. Vous savez, on s'est sérieusement trompé en empêchant par 2 fois ces marches. Ce sont de grosses erreurs que d'empêcher des travailleurs de marcher sans raison aucune, sans le leur notifier, en envoyant des détachements policiers d'une certaine envergure occuper ces espaces. Maintenant, c'est un tir de corriger que de voir aujourd'hui la police encadrer ces manifestants, des travailleurs qui ont pu exprimer ce qu'ils avaient dans le ventre. Le Bénin ne s'est pas effondré, la République ne s'est pas mise à feu, on n'a pas basculé dans l'illégalité, dans l'arbitraire ou dans un désordre, dans un chaos. Le Bénin est demeuré un État souverain, on est demeuré une République qui se respecte avec des règles depuis samedi dernier, et cela ne coûtait pas les yeux de la tête que de laisser oui, les mais choses se faire ainsi. cela ne coûtait pas non plus grand-chose que d'aller marcher. On a l'impression que bon, quand ça a marché, pas grand-chose n'a changé, en tout cas à Cotonou. Faisons ce débat, lui. Est-ce que la marche a eu un impact? On nous dira que dans le cadre de la concertation et des négociations syndicales entre gouvernements, c'est le cadre formel qui était bouché de part et d'autre, grippé dans son fonctionnement. C'est ce cadre qui renaît. Ce n'est pas une incidence pour autant des marcheurs, mais moi je trouverais une petite virgule, mettre en premier point de discussion à l'ordre du jour de cette rencontre la cherté de la vie, ce qui n'était pas gagné d'avance avant cette marche, avant ces protestations. Pour moi, c'est un pas de fait, c'est un acquis. Les choses n'ont visiblement pas encore changé pour autant. Les mesures économiques demeurent ce qu'elles sont. La réalité sur les marchés est ce qu'elle est. Mais pour le moment, on reconnaît quand même qu'il y a des débuts de solutions, sinon des horizons qui pourraient être beaucoup plus clairs dans les prochains jours. En fait, marcher est plus symbolique qu'on ne le croit. Et pouvoir marcher, c'est un retour des libertés au pays. Oui, je pense que dans toute situation, c'est la finalité qui importe. Et à l'arrivée, je pense que les syndicalistes, les travailleurs ont marché tel qu'ils l'ont voulu. Ils ont marché dans l'itinéraire qu'ils ont tracé aux autorités. Les autorités, elles aussi, ont autorisé cette marche-là. Je pense que c'est le plus important pour une démocratie comme la nôtre, vieille du nombre d'années que vous savez. Je crois que c'est de très belles images, parce que les 2 premières marches qui ont été interdites, vous avez vu les interprétations qui ont été faites, disons la réaction des syndicalistes. Et ailleurs, il n'en faut pas de ce genre-là, de ces situations-là pour que ça explose. Je pense que le peuple béninois est un peuple mûr. Et lorsque on en arrive à interdire des marches, lorsque il arrive des moments où on doit refuser aux gens d'exprimer leur liberté, je pense que ce n'est pas du tout bien, et ça peut amener des situations ingérables. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens s'exprimer lorsque les gens sont fâchés, lorsque les gens sont exaspérés. Personne n'ignore la situation sur le marché aujourd'hui. Personne n'ignore la bourse du Béninois. La bourse du Béninois est affaiblie par la cherté, l'inflation galopante. Et donc, que les gens veuillent le dire, qu'on interdit, c'est un peu comme si vous frappez un enfant et vous lui interdisez de pleurer. Ça va être très difficile. Lorsque l'enfant aura l'occasion, je pense qu'il va s'exprimer autrement. Le plus important pour nous, c'est que le Bénin a gagné, la démocratie a gagné. Les autorités également seront soulagées, parce que un président de la République qui se trouve dans son palais, ou un préfet qui se trouve au bureau, et à chaque fois quand il tourne le bouton de son poste radio, qu'on dise attention, ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on manifeste, c'est un préfet qui a fait ci, c'est le président de la République qui n'aime pas les Béninois, ainsi de suite. Ça n'est pas bon. On a beaucoup d'autres choses à faire
pour faire développer notre pays. Et donc, lorsqu'on s'attaque encore à ce qu'on appelle acquis aujourd'hui, moi, je dis que ça n'est pas bien pour notre démocratie. Il va falloir que les fois à venir, que nous tirions leçon de ce qu'il s'est passé. Les 2 premiers matchs qui ont été interdits, on a vu tout le tollé que ça a suscité. Est-ce que ça nous a rendu service que de laisser marcher les gens? Je pense que le choix est vite fait. Il faut autoriser, encadrer. Nous avons suffisamment de flics dans le pays. On en recrute. J'ai vu encore un communiqué qui circulait. On veut recruter encore 1300. Et donc, il faut les sortir pour qu'ils encadrent leurs frères. Parce que parmi les marcheurs, les policiers ont des parents, des policiers ont des amis, ils ont des frères et sœurs qui leur demandent de l'argent chaque matin, qui leur disent « mais je ne suis pas rassasié, j'ai faim ». Et donc, une autorité qui permet à sa population de lui dire de vive voix la marche. Moi, j'avais, en m'amusant un peu, je dis, mais si j'étais à la place de Patrice Talon, au lieu de s'arrêter à l'Étoile Rouge, je demanderais aux syndicalistes, aux travailleurs de venir jusqu'à Calavi. Pourquoi? Vous voulez marcher avec eux? C'est eux qui vont choisir d'organiser la marche. Non, c'est une manière. C'est eux qui choisissent l'itinéraire. Pourquoi vous le trouvez? Ça reste l'autorité. Il va leur dire, non, marchez bien. Il faut bien marcher. Besoin de marcher jusqu'à Paracou, ce n'est pas à vous, vous n'êtes pas syndicaliste, c'est pas. Non, c'est vrai, c'est pour m'amuser, pour dire qu'on ne doit pas interdire les marches. Et ça, c'est bien pour notre démocratie, c'est bien pour le Bénin. Éric? Je pense que nous étions partis du mauvais pied le 27 avril dernier et le 1er mai, avec cette scène de répression que nous avons vue qui n'a pas du tout honoré notre démocratie. On parle des droits acquis, n'est-ce pas, reconnus par notre Constitution. On ne peut pas empêcher un groupe d'individus, à des syndicalistes, qui plus est, des travailleurs, de manifester. Ça, nous l'avons dénoncé. Moi, j'ai toujours pensé que la marche n'était pas la solution face à la situation que nous vivons, la cherté de la vie. Maintenant que ça a été fait et qu'on est revenu à de meilleurs sentiments pour l'avoir fait, on est content, on est heureux que ce droit soit restauré, n'est-ce pas, et que des syndicalistes aient pu marcher et que nous avions entendu des discours, des déclarations. Ils ont fait savoir véritablement à leur sens et à leur compréhension ce qui n'allait pas. Place au dialogue. Je crois savoir qu'il y a une rencontre qui est prévue pour le 23 mai. Si entre-temps la date ne changeait pas, pour qu'on puisse aller vers des propositions, pour que, entre-temps, si ces mouvements d'humeur nous ont écartés du droit chemin, entre-temps, sur la perception du gouvernement, les actions qu'il compte mener face à la cherté de la vie, aussi écouter les partenaires sociaux, c'est ce qu'ils ont à proposer. Au-delà de la marche, bien sûr, n'est-ce pas, on peut s'accorder véritablement sur cette question et faire des propositions et évoluer. Je crois savoir que c'est ce que nos concitoyens attendent justement, et à la fois de la part du gouvernement, mais aussi des centrales syndicales. Si nous devons rester dans les rues, matin, midi, soir, pour protester, pour manifester, c'est un droit acquis, je crois savoir que cela ne nous permet pas véritablement d'évoluer. On a marché le samedi dernier, mais nous continuons justement pas subir de plein fouet les effets de la cherté de la vie. Je pense que maintenant que la température est redescendue, ça offre maintenant un climat apaisé de dialogue et de rencontre, et que cela ne soit pas juste circonstanciel, que le cadre de dialogue soit vraiment permanent. On l'a dénoncé la dernière fois, qu'au niveau du ministère du Travail, de la fonction publique et les centrales syndicales, que ce cadre qu'on a voulu véritablement comme étant un cadre où entre parties on peut véritablement discuter, que cela soit restauré de façon durable pour que ces questions soient toujours débattues. Vous avez suivi les différents messages? Ah, mais c'était fort, hein? Oui. Parfois, je me demandais, on a profité de l'occasion pour régler d'autres comptes, on est toujours dans la cherté de la vie, des discours un peu politiques, c'était devenu un peu personnel sur la personne du chef de l'État. Franchement, c'était un peu de tout. Mais le plus important, c'est que on puisse... comment on dit, livrer en message les frustrations, les incompréhensions, les confusions, n'est-ce pas, pour que les signaux soient lancés et qu'il revient au membre du gouvernement de pouvoir déchiffrer ces messages et de voir véritablement dans quelle mesure il faut pouvoir mener des actions. Mais je pense qu'à un moment donné, on a un peu exagéré dans les discours. Éric,
Ben écoutez, c'est de bonne guerre. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient que les syndicalistes reprochaient déjà au gouvernement, mais ils ont profité de cette occasion-là pour dire ce qu'ils pensaient. Et ça fait déjà, il faut reconnaître que ça fait il y a 1 an pratiquement que le dialogue a été rompu entre les deux parties. Donc c'était une manière de titiller le gouvernement. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté, quand ils ont fini de titiller le gouvernement, maintenant ils nous retournent à la table des négociations. On sait que le syndicalisme, souvent, la stratégie, souvent, c'est de titiller un peu le gouvernement, à dire d'une certaine manière, l'amener à faire attention du genre un peu, ah, écoute, nous sommes là, souviens-toi de nous, on est là, il faut que tu fasses attention à nous. Donc c'est de bonne guerre. On sait que les syndicalistes sont toujours là pour pouvoir amener le gouvernement à voir ou à répondre à leurs sollicitations. Et les messages, je ne les trouve pas trop politiques, moi, mais j'estime que ils étaient venus en réalité pour vider ce qu'ils avaient sur le cœur depuis très longtemps. Ça fait pratiquement 1 an. Donc ils étaient venus pour vider. Mais maintenant qu'ils se sont vidés, ils retournent à la table des négociations et les deux parties vont se regarder face à face et échanger de vive voix, trouver des solutions. Et maintenant, la question est de savoir comment est-ce que, en fait, dans quelles conditions, dans quel climat d'échange ils vont pouvoir travailler. Parce que, vous voyez déjà, ils estiment que la première chose dont ils vont parler là-bas maintenant, ce sont les syndicalistes qui ont été arrêtés, ce sont les manifestants qui ont été arrêtés. Est-ce que vraiment ce sera vu de... Alors, ça permettra réellement de ramener un climat d'apaisement dans les négociations, c'est ce qu'on verra. Mais le plus important, déjà, une fois que la table des négociations est acceptée par les deux parties, on peut dire que le bout du tunnel est déjà un peu proche. Franck? Moi, je pense que pour une marche pacifique contre la cherté de la vie, le principal message qui a retenu mon attention, c'est ce que j'ai lu sur la bâche qui était à la première loge, non, à une gouvernance qui affame. Moi, je pense que c'est le principal message qui devrait être délivré. Les autres messages qui ont suivi, c'est vrai que avec tout ce que le préfet Oron là leur a fait subir, ne vous attendez pas qu'à une telle occasion qu'on ne lui envoie pas quelques pics. Et c'est ce qui a été fait justement. J'ai entendu d'autres messages qui frisent un peu, disons... en tout cas, on a profité de l'occasion pour essayer d'envoyer encore d'autres messages. Ça, ce n'est pas exclu. Ils étaient les seuls à savoir, en dehors de la cherté de la vie, ce qu'ils mettaient, le contenu de leur marche aussi. Et à l'aune de ces messages-là, on a compris qu'ils avaient beaucoup de choses sur le cœur. C'est déjà intéressant qu'ils se vident. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, laisser marcher et après on passe à autre chose. Depuis le samedi, vous avez vu que en dehors des bons comptes rendus de William et des autres confrères de la presse et même de la presse internationale, ça n'a pas dérangé quelqu'un, ça n'a pas tué des humains. Vous êtes sûr que ça n'a pas dérangé quelqu'un? Non, à mon avis, en fait, ça n'a pas... On a eu des messages forts et je sais que certains certainement n'ont pas pu dormir le soir du samedi et peut-être n'ont pas eu le temps de prendre leur verre de whisky. Oui, sur 13 millions ou 12 millions de Béninois. Lorsque celui-là va recevoir son... Est-ce que ça a arrêté le fonctionnement de la République? C'est non. Est-ce que ça a empêché les Béninois de continuer par vaquer à leurs occupations? C'est non. Et ça ne nous a pas empêché, nous non plus, de faire notre travail. Donc, moi, je pense que c'était l'erreur, c'était d'interdire les marches. Et donc, on a laissé marcher et puis c'est fini, on passe à autre chose. C'est lorsque vous interdisez qu'on cherche, mais pourquoi est-ce que celui-là veut interdire? Maintenant, le contenu des messages, c'est tout ce que craignent les politiques. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vous rendent pas le papier comme quelqu'un qui veut soutenir, qui vous donne copie de son mémoire, vous parcourez. Non. Quel est le contenu? Jusqu'à la dernière minute, vous ne saurez jamais ce que les syndicalistes veulent dire. Et il y en a qui ont cette... disons, dans leur parler, sont très forts, ils ont des mots assez durs. Lorsqu'ils prennent la parole, vous-même, vous savez que la suite n'est pas heureuse. Et donc, je pense que c'est le principal message est passé. Et cela, à mon avis, a eu un écho. Le 23, ils vont se rencontrer. Mais à cette rencontre, je pense que le chef de l'État va leur dire ce que lui pense et redémarrer les discussions qui sont bloquées depuis des mois. Et ça va permettre, à mon avis, d'évoluer. Maintenant, il faut qu'on fasse un dialogue vraiment franc. Il faut qu'on fasse un dialogue qui nous avance parce que avec des partenaires sociaux que vous laissez comme ça, sans discuter pendant des mois, sur des questions essentielles qui concernent les travailleurs, qui concernent, disons, le fonctionnement de l'administration, qui concernent leurs conditions de vie, moi, je pense que c'est suffisamment, c'est un peu grave pour
dans un pays où on veut faire évoluer les choses, on veut se développer, ce n'est pas bien. Rencontrez-vous, discutez, mettez les sujets sur la table et le reste, on verra. William? Est-ce qu'ils vont pouvoir rencontrer le chef de l'État? Je ne sais pas. William, on va parler d'abord du contenu des messages. Pour les échanges, je crois qu'il y a même eu un rectificatif ce matin. Le secrétaire général de l'UNSTB que j'ai reçu disait que ce n'était pas une invitation à discuter au Palais de la Marina. Plutôt que c'était le cadre qui a remis en marche. En fait, voilà. Le moteur grippé a repris à Pavambir. En fait, non à la gouvernance qui affame, retournez-nous nos tickets valeurs, le niébé coûte 800 francs le kilogramme, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous parlez de messages forts, je vois à quoi vous faites allusion. La très longue et applaudie déclaration de Anselme Amoussou sur un réquisitoire carrément sur les 8 ans de Patrice Talon. Ensuite, la déclaration commune des centrales syndicales omis la CSTB, lue par Apollinaire Afeoui de l'UNSTB, où ils ont fait un sérieux procès à Patrice Talon sur sa gouvernance sociale depuis qu'il est là. Et moi, je pense qu'un ton fort, des métaphores, de l'anaphore, ça, c'est le propre des partenaires sociaux. Depuis la nuit des temps, encore qu'on vous dira, que les caciques vous diront que ceux-là n'y sont même pas encore allés par une manière forte, qu'au temps fort ou aux grandes heures du syndicalisme béninois, dans un contexte comme celui-là, après 2 interdictions, attendez, vous aurez la langue de Molière comme cela se doit, vous aurez une mobilisation à perte de vue, ce sera une marée humaine avec des slogans extrêmement hostiles. Pour avoir vécu la marche avec eux, ils étaient modérés, ils étaient sérieusement modérés dans certaines... On aurait scandé, à une certaine époque au Bénin, ici, on aurait sérieusement scandé des chants hostiles au pouvoir et ainsi de suite. Maintenant, c'est là que moi j'ai une dent contre les partenaires sociaux. Vous savez, dans leur déclaration, ils ont fait un bilan de ce que Patrice Talon a fait. Comment il les a paupérisés, comment est-ce qu'il a fragilisé leurs emplois, comment est-ce que la gouvernance ne leur a été d'aucun avantage. Mais en fait, où est-ce qu'ils étaient toutes ces années durant? Ils ont parlé de la loi sur l'embauche, que c'est depuis lors que leur vie est fragilisée, que c'est depuis lors que l'emploi public est précarisé. En fait... Où est-ce qu'ils étaient à l'époque? Je ne les ai pas vus marcher à l'époque. Ils disent que c'est sous Patrice Talon qu'on a vu pour la première fois le licenciement dans le lexique de la fonction publique. Où est-ce qu'ils étaient quand ces choses se faisaient? Douel Chadaré était secrétaire général de la COSI Bénin. Entre-temps, Anselme Amoussou est devenu secrétaire général de la CSA. À part les nouveaux, les quelques-uns, beaucoup d'entre eux étaient déjà là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dénoncé 2-3 fois. Après, on les a vus extrêmement timorés. Je les ai vus dans une verve terrible contre la fragilisation du droit de grève. Mais au temps fort, à part quelques dénonciations, si je ne suis pas amnésique, à part quelques dénonciations isolées et vraiment parcellaires, je ne sais pas si vraiment vent debout et en une union réelle, ils se sont levés contre ces mesures. C'est à croire qu'ils ont jeté leurs armes pendant un bon moment. Aujourd'hui, ils se sont vus... Ils mettent l'accent sur la surdité et même la cécité par endroit de la gouvernance actuelle. C'est un peu comme s'ils s'attendaient à une guérison spontanée, ils s'attendaient à voir autre chose avant la fin du mandat, à voir un autre Patrice Talon, à voir une autre gouvernance, et ils se surprennent. Ils se méprennent de voir qu'en fait, à quelques temps de la fin de cette gouvernance, la dynamique n'est pas près de changer. En fait, c'est là qu'ils ont laissé leur mandat. C'est là qu'ils ont joué leur crédibilité. C'est là qu'ils ont abandonné les armes. C'est là qu'ils ont oublié les travailleurs. Ils reviennent d'un long, profond sommeil. Un sommeil lent, diront les médecins. Ils viennent d'un sommeil qui ne dit pas son nom. Et c'est peut-être pour cela. C'est jamais trop tard de bien faire. Ce n'est pas trop tard, mais quand c'est tard, disons que c'est tard autant que les dérives gouvernementales qui ont entouré ou des autorités publiques qui ont entouré. En fait, c'est normal pour un gouvernant, quand vous êtes tué tout le temps et que vous vous réveillez et vous voulez qu'on partage 3-3, comme on le dit en langue, c'est normal qu'on vous aperçoive comme étant motivé par une raison ou une autre. Et
quand on est gouvernant aussi, ce n'est pas parce que les gens se sont tus que ce que vous faisiez est bon. Revenez tous en de meilleurs sentiments et le dernier ira. Franck, on doit faire ce procès-là au syndicat. On a vu quand même que le cadre, c'est vrai qu'il y a eu quelques perturbations dans, je dois dire, les états-majors de direction de ces syndicats. Il y en a qui sont de vieux briscards qui sont partis entre-temps, de jeunes qui ont pris la relève, peut-être avec leur façon de faire, leur faiblesse de gestion, etc. Ils ont peut-être pris le temps de s'accommoder pendant que les lois s'installaient, etc. Est-ce qu'on doit leur faire ce procès? Oui, ces vieux briscards, dont certains sont déjà partis et se sont retournés suffisamment dans leur tombe lorsque on a suffisamment encadré le droit de grève. Et ceux qui vivent encore, ils se sont pas retrouvés dans ce qui se faisait. Moi, je dois dire qu'on peut faire ce procès aux syndicalistes parce que n'est pas syndicat qui veut. Ils ont dit qu'ils vont soutenir, enfin, ils vont défendre les droits des travailleurs au prix même de tous les sacrifices. Moi, je pense qu'à un moment donné, les syndicalistes ils ont laissé faire un peu tout ce qu'ils... Les marges de manœuvre, c'est vrai, étaient très réduites, mais on ne les a pas trop sentis. Et je pense que l'acheminement vers la fin du mandat reste aujourd'hui un terreau. Ils pensent que bon, on peut un peu forcer, on peut essayer de se réveiller, on peut essayer de se doper pour essayer de tirer ce qu'on peut du gouvernement, parce que toute fin de mandat, vous savez, ça se passe comme ça, il y a un peu d'agitation, ainsi de suite. Mais je pense que le plus important pour les syndicalistes aujourd'hui, c'est de trouver les moyens d'aller puiser dans les ressources au fin fond des méthodes syndicales pour essayer de maintenir la flamme allumée. Parce que pendant 8 ans, je pense qu'il y a eu assez de léthargie, il y a eu un peu de sommeil à leur niveau, et ça n'a pas montré véritablement que nous avions encore des syndicats comme on les a connus au temps de Pascal Todino, au temps de Dieudonné Lokossou, au temps de Gaston Azoua, et tout cela, ça a manqué un peu d'énergie à ces syndicalistes-là. Parce que lorsque vous laissez accumuler tout ce qu'ils ont dénoncé là, où on a dit que la gouvernance a affamé depuis 8 ans, mais nous sommes toujours dans le Bénin, et c'est vrai que c'était beaucoup plus dans la presse que ça se disait. Aujourd'hui, ça a été dit dans la rue, on a battu le macadam. Je pense qu'il faut maintenir la pression, toujours en respectant les lois de la République. Ça ne fera du mal à personne. Un réveil opportuniste, Eric. On est à 2 ans de la fin du mandat de Patrice Talon. Oui, on peut le dire sans faire un jugement. Le monde syndical, vous savez, ils auraient peut-être aimé, juste dans un passé récent, mener ce genre d'activité. Ils avaient estimé qu'ils n'avaient pas toutes les possibilités. Mais il vaut mieux tard que jamais. Dans les discours et les messages, je pense aussi qu'il a manqué de justesse. Alors, quand je lis non à un gouvernement qui affame, en même temps, je m'interroge. Que tire le gouvernement, ou que tire un gouvernement, n'est-ce pas, en choisissant de façon délibérée d'affamer son peuple? Quand on sait que ça n'est pas bien pour l'image, n'est-ce pas, de ce gouvernement, de voir que ses concitoyens souffrent et qu'il n'est pas sensible à ça. Je ne pense pas qu'il est, comment on dit, dans le fonctionnement d'un gouvernement, un objectif d'affamer, de faire souffrir véritablement ses concitoyens. C'est à croire qu'il y a une volonté vraiment du gouvernement de faire en sorte que les Béninois souffrent. C'est-à-dire que, parce qu'on le dit de façon crue, comme si le gouvernement avait un intérêt véritablement que, par exemple, la cherté de la vie soit répandue, comme si le gouvernement avait un intérêt véritablement que les Béninois achètent le maïs, le riz, les céréales à prix d'or. William a essayé de faire un résumé. On a comme le sentiment qu'on est parti de la question de la cherté de la vie pour aborder d'autres sujets, pour aborder des sujets qu'on avait gardés par devers soi depuis toutes ces années. On a profité la matinée d'un samedi pour tout reverser véritablement sur la table. Or, c'était clair qu'on marchait pour la cherté de la vie, pour attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les Béninois achètent sur le marché des céréales
à prix d'or. C'était ça l'objectif du débat. Mais bon, après, on comprend que dans le monde syndical, ce sont des morceaux choisis. Il fallait partir d'un fait pour amplifier, pour montrer davantage véritablement qu'il y a péril dans la demeure. Je vous dis, vous savez, les pays où il y a vraiment la famine, où on parle de crise alimentaire, c'est ce qui se passe en Palestine, où on est obligé d'apporter des rations alimentaires, pas des vols qu'on lance par le ciel. Vous voyez des citoyens de ces pays qui sont obligés de courir pour aller chercher à manger. Ça se passe au Soudan du Nord, au Soudan du Sud. La situation n'est pas la même, n'est-ce pas? Ce que nous voyons aussi. Donc je pense qu'il fallait pas même aussi diluer un peu le message et d'être un peu plus cohérent, n'est-ce pas? Vraiment, face à la situation que nous vivons. J'ai comme le sentiment qu'on a décrit des situations qui, entre ce qui se vit, ce qui se fait, entre ce que je dis dans les discours, il y a un peu une différence. Le riche? Ouais. C'est vrai qu'on peut penser que ces mouvements sont mus par des intérêts beaucoup plus politiques la force, et parce tout que ça. bon, le mandat Non, parce que tout simplement parce que quand vous regardez ceux qui le disent, des dames le samedi qui ont profité vraiment de cette marche pour faire de bons business. Les vendeuses d'eau fraîche. Ça, il faut l'expliquer à Ouroula. Oui, il faut lui dire que c'est des opportunités. Il faut dire Ouroula. Les vendeuses de l'eau Il faut lui expliquer. Il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas. Ce n'est pas si mauvais que ça de marcher. Ça crée une économie locale dans la ville, compte tenu de ce que ça veut dire. Oui, et puis après, c'est les hôpitaux qui manqueront de après cette marche, moi j'ai vu des manifestants, des participants qui se sont retrouvés. Qui se sont retrouvés. C'est chez cette dame que j'ai pris 2 bouteilles de yaourt. Voilà. Donc, c'était après la marche, moi j'ai vu des manifestants qui se sont retrouvés dans un coin pour se rafraîchir avec quelques bouteilles. C'est normal après je me suis dit qu'on a vraiment faim. Déjà, il faut reconnaître qu'on peut avoir l'impression que ces mouvements sont mus par des intérêts autres que syndicalistes, parce qu'on sait aussi que certains ont pris le pouvoir en surfant également sur des débrayages. Donc, d'une certaine manière, on peut l'imaginer, parce que si on l'a fait, on peut penser que les autres aussi le font. Mais ceci étant, vous savez, quand on parle, j'ai écouté de fond en comble, c'est pour ça que je dis que les messages, pour moi, ne sont pas assez politiques. C'est rester beaucoup plus dans le social. Quand on dit qu'un gouvernement qui a femme, vous savez, ils ont bien précisé, ils ont bien cité certaines lois. Quand on parle, par exemple, de la loi sur l'embauche, où ils précisent qu'aujourd'hui, la fonction publique est précarisée. Ils ont parlé également de la création tous azimuts des agences, où on a comme l'impression que les Béninois qui ont étudié au Bénin sont purement des tarés. Et ils n'ont pas la même cote. Vous aviez été prévenu. On a, écoutez, justement, on a justement compris que ça a été matérialisé, sinon concrétisé, parce que vous prenez des Béninois qui ont pratiquement le même diplôme, les mêmes connaissances, ou parfois plus que des gens qui ont été amenés de l'extérieur, mais qui sont aussi des Béninois, bien qu'on le reconnaisse, ou pas des Béninois. Et vous constatez que le fossé financier pour les pays est gargantuesque. Non, il faut le dire, est gargantuesque. Et vous vous posez la question de savoir, est-ce que ceux-là travaillent dans la même agence? Est-ce que ceux-là travaillent pour le même pays? Est-ce qu'ils servent le même pays ensemble? Je pense que c'est ça justement les centrales syndicales sont en train de dénoncer. Laissez-moi terminer. C'est justement ça que les centrales syndicales sont en train de dénoncer. Et moi, je le dis, ils ont eu tort d'être restés muets, d'être restés sourds pendant longtemps eux-mêmes, parce qu'ils estiment que le gouvernement a fait preuve de surdité et de cécité, mais eux aussi, ils ont fait preuve de surdité et de cécité pendant longtemps. Vous savez, quand vous troquez votre crédibilité pendant longtemps et que vous ne réagissez pas, vous passez votre temps à vous taire, à accepter, et maintenant, quand vous êtes complètement ligoté, lié, chaîne aux mains, aux poignets et aux pieds, et que c'est maintenant vous voulez vous relever pour dire, non, je ne suis pas d'accord, mais vous êtes déjà enchaîné, vous subissez. Et c'est ça justement ce qu'ils sont en train de subir. Donc, entre-temps,
il y a eu des décisions qui ont été prises, des lois qui ont été votées. Ils ont eu la possibilité d'aller vers le Parlement et dire non, attention, ici, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi n'ont-ils pas mobilisé les populations en son temps? Oui, ils se sont tus. Mais non, il y a la CSTB a organisé beaucoup de marches. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. C'est la raison pour laquelle je parlais. C'est la raison pour laquelle je dis que quand vous avez donné votre crédibilité et qu'aujourd'hui vous voulez la récupérer, ça n'avance pas. Et regardez aujourd'hui, entre-temps, vous voyez comment les syndicalistes, les centrales marchaient. Les centrales fonctionnaient en un groupe complet, compact et sérieux. Aujourd'hui, vous avez des groupes épars, et chacun fonctionne selon, on dirait même selon ses intérêts personnels, alors que vous défendez tous des travailleurs tous béninois. Alors que se passe-t-il réellement? On pense qu'ils ont failli. Les centrales et les confédérations ont failli pendant plus de 8 ans, et aujourd'hui, ils veulent se relever et réveiller ce qu'ils ont perdu pendant longtemps. Est-ce qu'ils pourront rattraper cette marge? La question se pose, et le gouvernement doit aussi comprendre que ce n'est pas parce que les syndicalistes, les centrales et les confédérations sont restés muettes pendant longtemps, ou ont semblé être aveugles pendant longtemps, ne peuvent pas se réveiller, même si c'est à un seul mois de la fin du mandat. Donc je pense que là où nous sommes aujourd'hui, il est temps effectivement qu'on se réveille, que les centrales se réveillent. Voilà la parole. Deux éléments importants sur lesquels il faut revenir dans l'intervention de Ulrich. Je rappelais tout à l'heure que pendant que les lois étaient en préparation au Parlement, il y a quand même eu la volonté des syndicats de... Vous avez bien dit volonté. Voilà. Vous avez bien dit volonté. Et il y a eu des sit-ins sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Les travailleurs sont allés là-bas dénoncer. Combien de centrales syndicales? En tout cas, il y a combien eu de cette centrales action. syndicales? Deuxième élément, vous aviez parlé de ce fossé himalayesque entre, les travailleurs béninois et les expatriés dans les agences. J'ai entendu quand même des avis. J'ai quand même entendu des avis où on en dit quand le monsieur a sa famille à l'extérieur, qu'il a un boulot là-bas, qu'il a un train de vie là-bas et que vous voulez le débaucher, l'amener chez vous pour quand même vous aider à accomplir un travail de qualité, il y a forcément qu'il faut le mettre à un niveau donné, je ne sais pas. Avec des scandales quand même. Prenez-le au sérieux. On va utiliser cette parole pour dire des choses beaucoup plus sérieuses. Pourquoi c'est la qualité là qui nous intéresse alors que la réalité familiale de la personne, la réalité familiale de la personne est là. La personne, vous allez la chercher, vous allez chercher sa compétence à l'étranger dans des conditions données, il faut lui faire des faveurs en fait. C'est l'argument que les gars qui ont fait cette action... Des Béninois ont géré avec beaucoup de scandales après, des expatriés ont géré avec des scandales après. Pour moi, il n'y a pas un débat sur cet aspect. Et d'ailleurs, quand on parlait de compétences, je ne sais pas si pour manager... Vous avez fini de parler. Je ne sais pas si pour manager la NIP, il faut avoir une nationalité autre que celle du Bénin pour pouvoir y arriver. Sinon, le management d'une structure publique... Il paraît que c'est la référence en Afrique. On a vu la référence. Les autres États d'Afrique, donc tous les autres États d'Afrique ont eu recours à des Rwandais pour avoir leur État civil sécurisé et dématérialisé. En tout cas, je vous sers des arguments. Prenons-nous au sérieux et posons-nous les bonnes questions. Alors, faisons avancer le débat sans quitter le sur la question. Alors, très prochainement, le 23 prochain, il va se rencontrer. Je voudrais rajouter. Ce n'est pas l'objet du débat. Par exemple, on dit, les syndicats disent que le pouvoir... quand je dis le pouvoir, je veux bien séparer l'exécutif du judiciaire. On dit que le pouvoir libère des gens incriminés ou condamnés ou reconnus coupables dans les histoires de bradage de domaine public. Ils sont relaxés ou ils ont des faveurs pour sortir. Mais au même moment, des lanceurs d'alerte se trouvent Oui, mais ils n'ont qu'à porter un recours. Il y a des structures sur la place, mais il y a des institutions je comprends sur la votre place. Posture. Donc, il faut porter des recours. Je comprends votre posture pendant l'émission. J'ai quelle posture centriste, n'est-ce pas? Justement, pour modérer les débats, sinon. Donc, le 23 prochain, ceux qui ne se sont plus jamais parlé, ils ont décidé de se voir pour se parler. Ça va bien se passer certainement, non? Même si on ne sera pas invité, Franck. Moi, je pense que par rapport à tout ce qui a été dit et dénoncé, le plus important, c'est qu'on mette les sérieux problèmes sur la table. Qu'est-ce qu'on peut régler dans l'immédiat, à court et à long terme? Parce que ce que veulent les Béninois aujourd'hui, ce ne sont pas les marches en fait, ce ne sont pas les mesures que les autorités vont prendre pour interdire des marches, mais on veut que les deux parties s'asseyent pour trouver des solutions.
Comment faire pour que le maïs redevienne 150 oui, ne 200, rêvez pas, hein. Non, 200, 275, comme on l'achetait par le passé. Comment faire pour que, puisque j'ai entendu quelqu'un dire que nous avons suffisamment produit du maïs. Un million de tonnes de surplus, s'il te plaît. Voilà. Comment faire pour que cela profite d'abord aux Béninois avant même qu'on revende cela à l'extérieur ou qu'on amène ça dans d'autres pays pour les faire acheter par d'autres pays. Donc, moi, je pense que tous les problèmes ne pourront pas trouver de solution. Et il va falloir que nous ayons un discours responsable du côté des syndicalistes, qu'on ne sorte pas pour dire ben, on n'a rien obtenu. Le gouvernement vous dira, selon les possibilités de l'heure, selon les moyens dont nous disposons, voilà ce à quoi nous pouvons apporter de solutions tout de suite. Donc, les deux parties doivent véritablement discuter. C'est pourquoi je dis, il faut que nous ayons également des responsables syndicaux qui se renseignent au niveau des experts, qui se renseignent au niveau de ces universitaires, des gens qui leur disent, voilà dans le contexte actuel ce que peut faire le gouvernement. Parce qu'eux, ils ont des indices, ils ont des paramètres qui leur permettent de mesurer ce que peut faire le gouvernement, dans quelle distance on peut agir ou sur quel volet, sur quelle base on peut véritablement se poser pour régler certains problèmes. Et donc, lorsque vous allez à une table de négociation du genre, et non, tenir des discours, écoutez, ce que vous faites, c'est pas bon, tout le monde a fait, d'accord, nous avons faim, tout est cher sur le marché. Mais qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite et ne pas rester dans, disons, dans la démagogie, ne pas rester trop campé d'un côté, que ce soit du gouvernement ou que ce soit du côté des syndicalistes, qu'on puisse discuter. Nous ne voulons que des solutions. Chacun a exprimé son mécontentement, les autorités ont dit non, on n'a pas besoin de marché pour régler les problèmes de la faim, c'est fait maintenant, mais il faut discuter pour sortir des éléments de réponse aux nombreuses questions qui sont en suspens. Le gouvernement va donner ses arguments, les syndicalistes, mais lorsque vous êtes à une table de négociation, vous devez trouver un juste milieu. Eric, c'est déjà bien de relancer ce cadre d'échange et de dialogue. Peut-être que si cela avait existé par le passé, ou si on tenait de façon régulière ces rencontres, ça aurait été l'occasion, par exemple encore, pour le gouvernement d'expliquer la pertinence de la création des agences. Peut-être de mettre à disposition des syndicalistes, les personnes justement qu'on retrouve à la tête de ces agences. Pourquoi est-ce que le gouvernement a fait cette option? À cette rencontre, je pense qu'il faut que chacun puisse mettre un peu de côté à la fois son statut, son profil d'être acteur du gouvernement, mais aussi d'être syndicaliste. Que des Béninois puissent se parler entre eux, n'est-ce pas, face à cette situation, et que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des confusions, des malcompréhensions sur la démarche du gouvernement, sur des actions qui sont peut-être menées, mais qui ne sont peut-être pas connues, dont il faut porter la connaissance des syndicalistes, hein, que des syndicalistes aussi, n'est-ce pas, puissent voir dans quelle mesure ils peuvent faire des propositions au gouvernement pour que ensemble on puisse véritablement trouver des solutions. Après, vous savez, toutes les autres questions qui ne sont pas relatives à la cherté de la vie et qui sont soulevées par les syndicalistes, dont a relevé un peu le riche. Les syndicalistes l'ont toujours posé. Et bon, après, le gouvernement se dit, nous sommes venus pour faire des réformes, nous avons pris des options, jugez-nous par nos résultats. Quand on a créé des agences, est-ce qu'on est en train d'évoluer sur un certain nombre de chantiers? Il faut l'apprécier, n'est-ce pas, sur la base de ces résultats et voir si le gouvernement a fait une mauvaise option plutôt que de tout remettre dans l'administration publique quand on sait combien elle est lourde, combien les projets peuvent traîner, les programmes peuvent traîner dans leur mise en œuvre. Donc je pense que c'est des questions qu'il faut poser. Il faut avoir des réponses dans un cadre de dialogue et c'est heureux que cela puisse démarrer le 23 mai. J'ai déjà volé 4 minutes de le riche. Je vous préviens. Oui, aidez-moi. On ira très rapidement. C'est même là que je suis. Il faut que c'est quelqu'un qui dit ça là. On a eu le malheur de réserver les 2 dernières paroles à ces 2 messieurs. Très vite. Vous savez, le 23. Le plus important, ce que le peuple attend, effectivement, ce sont des réponses. J'espère qu'à cette rencontre, la satisfaction des revendications. Et vous volez dans mon temps, s'il vous plaît. La satisfaction. Et
il faut que les deux parties se parlent et sincèrement. Et le plus important, on va laisser les syndicalistes, je prends encore une minute en plus. Donc, le plus important, les syndicalistes ont toujours dit qu'ils se retrouvent face à un gouvernement qui fait semblant de discuter, mais qui n'est pas sincère. Donc, je pense que le gouvernement doit capitaliser, doit prendre à cœur cet aspect et vraiment aller au bout, de sorte à ce que les syndicalistes se sentent vraiment concernés par ce qui se dit et qu'ils trouvent vraiment satisfaction. C'est vrai qu'on ne peut pas trouver satisfaction à tous les points de revendication parce qu'il y a la marge financière qui est également là, donc il faut voir ce qui peut être fait dans les délais qu'il faut. L'essentiel, c'est que les deux parties se parlent avec sincérité et franchise et que les vraies réponses sortent afin que les travailleurs, ces Béninois qui souffrent en sourdine, puissent avoir ne serait-ce qu'une petite facilité pour pouvoir mieux vivre. Jean-Philippe. William. Non, je trouve que les syndicats n'ont pas à espérer grand-chose. En fait, un cadre de concertation, un cadre formel de discussion demeure un cadre de discussion. Je ne sais pas si ces recommandations, qu'est-ce que je raconte? Les conclusions de ces travaux sont souvent des décisions, non? Ce sont des recommandations que l'exécutif prend et dans la marge du possible met en œuvre ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Donc, en fait, ce sera du pur formalisme. Maintenant, la chose qu'on peut espérer là-dedans, c'est la sincérité dans les échanges, la franchise, pour qu'on puisse se parler vrai, qu'on ne miroite pas l'impossible, qu'on ne soit pas hermétique au débat. Et dans la pratique, moi je dis, les syndicalistes aujourd'hui ont une posture qui ne peut pas être réglée en 2-3 rencontres. C'est-à-dire, selon eux, c'est une batterie de mesures dans le temps qui a concouru à ce résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas demander de démonter ce qui a été échafaudé pendant 8 années. Donc, c'est dans la mesure du possible que les problèmes seront réglés dans les cas comme ceux-ci. Les États, parfois, optent pour les subventions. Est-ce que ce sera le cas? Que les cadres aussi préparent sérieusement les acteurs gouvernementaux, de sorte à ce que ce qui est possible soit vraiment mis sur la table. Les gars, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Là, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Suivez juste après moi la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.